L'industrie la plus puissante, c'est l'industrie pharmaceutique. Ceux qui connaissent un peu ce qui tourne autour des vaccins savent de quoi je vais parler. L'industrie pharmaceutique, l'industrie militaire, et derrière, c'est l'industrie agroalimentaire, 9 000 milliards de dollars chaque année. Bonjour Monsieur Philippe Grégoire, vous êtes agriculteur près d'Angers. Oui. Évidemment, vous êtes préoccupé par ce qui se passe avec le mouvement des agriculteurs. Vous vouliez nous en parler un peu. Coordination rurale, FNSEA, qui dit vrai, qui dit faux? Est-ce qu'il y a une récupération du mouvement? Le Mercosur est sur le point de passer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus de votre point de vue? Alors oui, alors déjà le Mercosur n'a rien à voir avec la crise agricole, puisque la crise agricole, elle est là depuis très longtemps. Oui. Bien avant le Mercosur et bien avant les abattages des animaux, l'abattage qui est atroce par rapport à la dermatose, c'est une mauvaise gestion du gouvernement puisque ça mérite pas du tout l'abattage total. Et l'abattage total, on en a eu par le passé, avec d'autres maladies, tuberculose, bruxellose et la vache folle. Donc là, c'est un épisode sanitaire très mal géré par le gouvernement. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec la crise agricole, parce qu'il y a 400 000 agriculteurs à peu près encore en France, et il n'y en a pas 400 000 qui ont des bovins et qui sont touchés, heureusement. Donc ça n'a rien à voir. Donc après, sur le Mercosur, on nous joue une pièce de théâtre chaque année. Les concitoyens, ils ne comprennent pas, c'est pour ça qu'ils nous appellent, et ils se demandent ce qui se passe, ils voient les paysans manifester avec des tracteurs, et tous les ans, c'est la même rengaine, on va trouver le président de la République ou le député en lui demandant au secours, au secours. Alors qu'il y a deux choses qu'il faut séparer. Il y a tout ce qui est produit en France, transformé en France et mangé en France. C'est environ 80% de notre alimentation. Sur cette partie-là, on ne gagne pas d'argent. On n'a pas de marge. Et on n'a pas de marge. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas nos prix agricoles. Les prix, la facture, elle est rédigée par l'acheteur, par l'industrie agroalimentaire, par la coopérative, par le privé. Alors c'est le groupe LDC en volaille, c'est deux acheteurs de veaux qui ont le monopole, qui sont en position d'oligopole au niveau de toute l'Europe, le groupe Vendry et Denkavit, c'est Lactalis, c'est Sodial, c'est Bigard pour les abattoirs bovins et porcs. Voilà. Donc ces gens-là gèrent la facture aux paysans, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas nos prix, c'est eux qui nous donnent ce qu'ils ont envie de nous donner. Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir absolu. C'est non négociable. Non, les prix, la gestion des volumes, les importations, les exportations et les vides sanitaires pour ceux qui ont du hors-sol. Donc en fait, on est simplement des prestataires de services. On est des porte-seaux, on porte des seaux et on donne à manger à nos animaux, mais on est tout sauf des patrons. Donc la base déjà, elle est là. Et les 80% donc, qui sont produits en France, consommés en France, il faut informer les gens qui reviennent, qu'ils aillent trouver leurs élus. Le maire de la commune, c'est l'échelon le plus facile à voilà. Demander au maire de la commune s'il a mis en place ce qu'on appelle le DICRIM, c'est la détection, pour les risques majeurs, détection intercommunale contre les risques majeurs, c'est ça, voilà, qui découle des projets alimentaires territoriaux pour nourrir les concitoyens sur les territoires. Donc il doit mettre en place, normalement il a l'obligation, c'est des lois qu'on démarrait déjà en 2004, mais que ça traîne. Il y a très peu d'élus qui l'ont fait, il y en a quelques-uns, pour mettre en place un plan communal de sauvegarde qu'on consomme local, et en cas de conflit majeur, cyberattaque, problème de logistique, une panne quelconque, on n'a que 72 heures de réserve dans nos grandes villes. Donc la 73e heure, c'est la panique, c'est les pillages. Donc les élus, normalement, pratiquement personne ne l'a fait, ils ont l'obligation d'assurer la protection des populations, et à ce titre-là, le paysan, il doit reprendre sa facture, il doit reprendre la main et ne plus être commandé comme un enfant de 2 ans par l'industrie agroalimentaire et les coopératives. Donc ça, c'est le premier point. Si on ne reprend pas les prix agricoles à travers notre facture, on peut toujours s'agiter, on ne va jamais y arriver.
parce qu'on parle de la politique agricole commune, on peut augmenter le budget de la politique agricole commune, ça va rien changer, puisque l'industriel, quand il va venir acheter le canard, le poulet, le litre de lait, l'argent qu'on va toucher d'une main de l'Europe, de vos impôts, lui, il va le baisser de l'autre côté, puisque c'est lui qui rédige la facture. Donc c'est un problème sans fin. Et là, personne n'a parlé pendant les manifestations qu'au 1er janvier 2026, les producteurs de lait ont redémarré l'année, pour une grande partie, avec une baisse sur un cheptel moyen, 25 000 € en moins sur le produit lait, sur la vente du lait. 25 000 € en moins dans l'année. Donc on peut aller se parader à Paris avec des tracteurs, mais la facture, c'est pas nous qui avons la facture. Donc on parle de quelque chose qu'on ne maîtrise même pas, puisqu'on maîtrise pas nos prix. Vous n'avez pas la main, et le Mercosur, sa signature va aggraver la situation encore. Ça avait été... alors en fait, les prix, ce qui est français, on n'est pas payé. Ce qui est consommé en France, on n'est pas payé. Après, il y en a qui font de la com, comme Super U, Leclerc, ils prennent en photo des producteurs, comme le fait C'est qui le patron avec les briques de lait. Ils payent quelques producteurs plus cher, un petit peu plus cher, c'est vrai, quelques producteurs qui mettent en photo à l'entrée du magasin ou sur la brique C'est qui le patron, et tout le reste des producteurs, les autres, ils sont pas payés. En fait, ils prennent une minorité qui mettent sur les plateaux télé et qui sont payés, et les autres ne sont pas payés puisqu'ils m'envoient des mails, moi. Et dans le cas de C'est qui le patron, c'est vrai qu'ils payent une partie du lait plus cher, mais c'est une toute petite partie du litrage. C'est comme si qu'un salarié, il avait 6% de son temps de travail qui était payé plus cher. Et bien là, c'est ça, en fait. Donc ça s'appelle de la communication. C'est anecdotique. Alors après, le commerce international, le Mercosur, c'est comme le TAFTA, c'est comme le CETA, c'est comme le Commonwealth bien avant l'Europe. Ça sert à la grande distribution, aux centrales d'achat et aux coopératives pour faire pression sur nous en disant regardez, il y a des produits en Ukraine, il y en a en Pologne, on en a trouvé en Australie à 1 €, vous nous demandez 1,40 €, on ne peut pas parce qu'on en trouve à 1 €. Voilà, en fait c'est un moyen de pression. Mais en termes de volume, dans le monde, il n'y a que 8% en brut de la valeur des produits agricoles qui s'échangent entre pays. Et si on rajoute les produits transformés, c'est 12%. Donc ça veut dire que l'immense majorité des produits dans le monde, en Inde, partout, ils sont produits sur place, transformés sur place et consommés par les places. Donc en fait, le libre-échange, il nous tue, oui, mais il ne représente pas une grande partie, en fait. Ça représente le libre-échange, les mouvements comme ça, c'est très très minime. Et avec le Mercosur, ça pourrait être moins minime, éventuellement ? Avec le Mercosur, on n'en a pas besoin. C'est comme le TAFTA et le CETA. On est capable de se nourrir, pas à 100%, mais peut-être à 90% de tous les produits chez nous, 90-92. Mais on a fait ça, ils ont mis en route la théorie de Ricardo des avantages comparatifs pour appuyer sur la tête des paysans. Et ce modèle-là a enrichi bien sûr l'agroalimentaire et les grandes surfaces. Et puis après, il y a toute la logistique qui tourne autour, les taxes et tout qui va avec, quoi. Ce qui fait que sur un caddie de 100 €, il revient, suivant les provenances et si c'est importé ou pas, il revient entre 6 et 8 € dans le panier sur 100 € à l'agriculteur. Mais même ce qui est produit en France, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, ce qui est produit en Vendée, transformé en Vendée, mangé en Vendée, l'agriculteur ne gagne pas d'argent là-dessus non plus. C'est opération blanche. Mais oui, parce que le problème, les intermédiaires captent toute la valeur. Donc c'est pour ça que défiler avec les tracteurs, c'est bien, mais il faudrait faire des propositions. Faut changer le système, faut repartir. Il y a 2 poignées de main à donner. Il faut donner une poignée de main au maire de la commune, pour lui dire mettez en place un plan communal de sauvegarde, et il faut donner une deuxième poignée de main aux consommateurs, il faut se rapprocher des consommateurs pour qu'on puisse récupérer, nous, notre valeur ajoutée. Voilà. Sachant que chaque jour, il y a 204 millions de repas qui sont mangés par les Français, il y en a 40 millions dans les restaurations collectives. Si on arrive à convaincre un tiers des consommateurs, plus les 40 millions, on peut frôler les 100 millions. C'est-à-dire la moitié des repas chaque jour, sur lequel, je dis bien, il faut que ça soit l'agriculteur qui fasse sa facture. Faut pas que ça soit la coopérative. Si c'est la coopérative qui fait la facture, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est foutu. C'est pas la peine, faut rester à la maison. Voilà. Et finalement,
quand même, cette DNC, qui est une maladie qui existe depuis longtemps, elle ne vient pas juste d'apparaître sur Terre, est-ce que ce n'est pas une manière de réduire ce nombre d'agriculteurs français qui sont à 400 000 et que peut-être le pouvoir veut réduire encore? Alors la maladie, la DNC, elle est arrivée en Zambie en 1929, ça se soigne en Afrique, ça se soigne partout, ça se soigne avec l'ivermectine, avec des antibiotiques, donc là ils ont fait peur à tout le monde, donc ils ont fait de l'abattage total, comme ils l'ont fait au début en Italie un peu et en Espagne, en Suisse ils l'ont vacciné, à l'île de la Réunion on avait vacciné en 92, on n'en a pas entendu parler, il n'y a pas eu de maladie depuis, donc c'est un moyen, oui et non, parce que les cheptels ils sont renouvelés, ça coûte un fric fou à la société, le troupeau qui est abattu, les gens ils sont indemnisés pour repartir, alors là encore il y aurait beaucoup de choses à dire, il faudrait indemniser le producteur avant que les animaux soient abattus, il est expertisé, on l'indemnise, c'est honteux que les gens attendent 3 mois, 6 mois pour être indemnisés, c'est honteux ça. Il paraît que pour constituer un troupeau, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut l'indemniser le plus rapidement possible. Oui, mais c'est une perte au-delà de la perte de l'argent. Oui. C'est une perte symbolique, une perte même sentimentale. C'est très compliqué. C'est compliqué, familial, génétique, historique. C'est ça, c'est très compliqué. De toute façon, le préjudice moral ne peut pas s'indemniser. Hein. Exactement. L'argent ne résout pas tout le problème. Hein. Et le Mercosur, ça vous êtes inquiet quand même Le Mercosur, il y avait 200 000 tonnes déjà d'importés chaque année. Il y avait des droits de douane, ça va passer à 300 000. Mais les 100 000 en plus, c'est des produits transformés. Donc comme c'est des produits transformés, c'est plutôt des produits un peu haut de gamme de viande. Donc c'est destiné quelque part un peu en fait, ils continuent à nous mettre en compétition, les paysans, les uns avec les autres. Ils nous mettent en compétition entre nous. Parce que nous, quand on appelle ces gens-là, moi je fais des conférences internationales. J'étais, il n'y a pas très longtemps, en direct avec un gars qui était dans le Montana, qui avait 3000 bovins allaitants. Il me disait bien que quand il a payé les salariés et tout, il m'a dit c'est pas des activités qui rapportent. Lui, il avait investi dans l'énergie, lui. Il était dans l'énergie, dans l'électrique. Donc il avait placé des sous dans une exploitation. Mais il m'expliquait bien que il n'y a pas de retour sur investissement, quoi. Donc en fait, ils nous mettent en compétition entre nous. Et dans tout ça, les gagnants, c'est ceux qui font le commerce. C'est ceux qui spéculent, c'est ceux qui... Parce que le problème, je vois sur les barrages, ce qui ressort, mais chaque année, ils disent il faut enlever les normes, enlever l'administratif. Oui, il y a trop l'administratif, il y a beaucoup de boulot à faire, comme dans d'autres pays. Mais si on enlève toutes les normes et tout l'administratif, ça va pas résoudre le problème que le blé, aujourd'hui, il nous le paye 160 € la tonne. À 160 € la tonne, même si on n'a plus d'administratif, on va faire faillite. Et le lait, c'est pareil. Si le litre de lait ou le canard, il n'est pas payé, on peut dire tiens, on va suspendre les contrôles pendant 18 mois, puis on va arrêter tout l'administratif. Bon, ça fera pas de mal. Mais à la fin du mois, ça va pas empêcher qu'au prix qu'on est payé, on coule. On va couler pareil. Ça va rien changer. Les terres agricoles, les propriétés, les fermes, certains disent que l'idée c'est de mettre à plat certains paysans pour que des grands groupes comme BlackRock, Vanguard rachètent. Est-ce que vous avez des informations qui vont dans ce sens-là? Alors nous, ça va pas à cette vitesse-là. En France, il y en a un peu, mais les grands groupes, le premier propriétaire terrien, c'est la Caisse des dépôts et consignations en France, mais c'est pour d'autres raisons. C'est pour des acquisitions autour des villes et tout. Après, on retrouve le Crédit Agricole et puis le groupe AXA, mais ça reste dans des mesures, c'est de 15 000, 20 000, 28 000 hectares. C'est déjà pas mal, mais ça n'a rien à voir avec Bill Gates aux États-Unis. L'endettement, l'endettement, il se fait par les paysans, hein, de famille en famille. C'est-à-dire que c'est les familles qui souvent supportent le foncier, ou quelques propriétaires aisés, mais 60% des propriétaires sont des petits propriétaires. Les paysans, ils ont 40% du foncier à eux en propriété, sous forme d'emprunt. D'ailleurs, on n'arrive plus à racheter nos exploitations. On n'en a plus les moyens. Alors, on retrouve des propriétaires, des anciens bouchers, des gens qui avaient des boucheries sur Paris, des gens qui ont vendu des restaurants. Il y a des familles de nobles aussi et on retrouve aussi aujourd'hui des gens qui ont peur à l'effondrement monétaire et qui viennent placer l'argent dans la terre parce que s'il arrive un conflit majeur ou une guerre, la terre elle va pas s'envoler. Oui, ils investissent dans les terrains forestiers. Voilà. Mais des grands groupes financiers, ça risque de venir... Non, ce qu'on voit par contre, c'est que quand j'ai parlé de la chaîne de valeur,
c'est que dans nos exploitations, quand on fait du lait, de la viande, des canards et tout ça, ça il y a déjà un moment que c'est arrivé, en fait c'est les coopératives, les outils agro-industriels qui nous financent, qui nous mettent des lignes de crédit. Parce que comme c'est dur financièrement, ils arrivent à se substituer au crédit agricole, au crédit mutuel et à la banque populaire, et ils nous avancent des courts termes, ils nous avancent des lignes de crédit. Donc comme ils nous financent, ils nous reprennent notre production, c'est eux qui décident de la facture, c'est pour ça que les paysans ils vont pas manifester. En fait, quelque part, on irait manifester chez notre patron. Le problème, c'est que si on va manifester chez eux, ils vont plus nous collecter. Moi j'ai le cas concret en Pays de la Loire, un en lapin auquel je pense tout de suite, et un en poulet. Ils ont voulu contester, enfin dénoncer ce que je suis en train de dire là. Oui. Donc ils ont livré les dernières bandes de lapins et les dernières bandes de poulets, et les bâtiments sont restés vides. Et ciao. Sauf que là, attention, quand les gens ils ont des emprunts, quand le bâtiment est vide, parce qu'après plus personne va vous ramener d'animaux, hein, parce que comme ils sont en situation d'oligopole, les quelques acteurs qui sont présents, ils se donnent le mot. Donc comment on rembourse nos emprunts après quand on est foutu à la porte? Vous êtes sur liste noire. C'est comme un patron qui va virer son salarié. Bon, si le salarié retrouve du boulot ailleurs, il y a moindre mal, mais si vous retrouvez plus de boulot, on fait comment? Justement, en parlant du mouvement agricole actuel qui se passe à Paris, on entend parler d'infiltration possible. Est-ce que des infiltrations par des anciens de la FNSEA par exemple, est-ce que ce mouvement finalement est manipulé? Est-ce que c'est un absorbeur de colère? C'est un absorbeur de colère comme tous les ans, parce que d'abord, comme on est quelques-uns à le dire, je pense notamment à Sam, l'agriculteur indépendant, qui fait des belles vidéos sur la conduite des cultures, on n'est pas d'accord entre nous déjà dans le monde agricole sur le constat. Bon, la FNSEA, il est en cogestion avec le pouvoir et l'agroalimentaire, parce que la FNSEA, pour que les téléspectateurs comprennent, la FNSEA, ils ont créé 27 FNSEA en Europe en 1959. Ça s'appelle le COPA. Et ils ont fusionné avec toutes les coopératives européennes, le COGECA, ça s'appelait. Ils ont fait ce qu'on appelle le COPA-COGECA. Ils se sont mariés. Ils ont fait un mariage en 1959. Donc ils sont dans les mêmes bureaux à Bruxelles. Ils ont des bureaux du lobbying. Donc en fait, c'est pas un syndicat agricole. C'est un syndicat, je dirais, industriel. C'est un syndicat qui représente l'élite industrielle mondialisée. Le FNSEA, c'est le MEDEF, si on veut aller par là. Donc, c'est pas vraiment un syndicat agricole. Donc, c'est la cogestion permanente. Et dès qu'il y a des mouvements, eux, ils les pénètrent, ils rentrent en manifestation pour, bien sûr, arrêter le mouvement. Parce que eux, ils vont pas les manifester dans l'agroalimentaire, c'est eux qui les présidents de syndicats. Les présidents de syndicats sont les présidents de coopératives. Ils pourraient, Arnaud Rousseau, s'il voulait bloquer le pays, le groupe, les camions frigo, on a 72 heures de réserve, dans les grandes villes. On tient par quoi? On tient par le mouvement des camions, la logistique qu'approvisionne les grandes villes, la restauration et tout. Bon, les camions frigo blancs, la société du groupe Steph, les actionnaires, c'est les céréaliers de la FNSEA. Ils font 100 000 livraisons par jour en Europe. S'ils voulaient bloquer le pays et l'Europe, ils ont le pouvoir avec de faire. 100 000 livraisons par jour, s'ils bloquent les camions, je crois que ça va être plus efficace que les tracteurs. Mais il va pas le faire, parce qu'eux, ils sont dans le business, ils sont dans la spéculation. Donc ce n'est pas un syndicat agricole. Après, il y a la coordination rurale. Donc la coordination rurale, ça a été beaucoup à l'origine des gens qui étaient à la FNSEA à l'origine et qui sont partis, qui ont monté une section coordination rurale en 1992. Il avait repris les statuts de la Fédération française de l'agriculture. Donc eux, ils avaient un programme qui était beau en 92 en disant nous on veut pas de cette Europe, on veut pas de subventions, on veut pas de primes, on veut des prix. Donc ça veut dire on veut garder notre facture. Sauf que ça n'a pas abouti parce que la FNSEA les ont empêchés d'aboutir. Et puis après, plus ou moins là-dedans, les gens se sont excités. Donc il y en a qui arrivent à se radicaliser parce qu'ils pensent qu'ils vont en découdre en allant casser quelque chose dans les grandes villes ou faire de... Et là, la réponse, on ne l'aura pas par ce biais-là, puisqu'on n'est pas détenteur, c'est pas nous qui avons la main sur nos prix. Et puis après, il y a eu le MODEF en 1959, qui a été la première scission de la FNSEA, qui était proche plutôt du Parti communiste, qui est un syndicat qui a plutôt baissé, et qui est devenu plutôt petit, il fait 1,5% au niveau national, parce qu'il a été dépassé par les paysans travailleurs, avec les travailleurs paysans qu'on fait un regroupement, qu'on fait la Confédération paysanne,
dans les années 80. Alors eux, la Confédération paysanne ne propose pas le même programme que la coordination rurale et que la FNSEA bien sûr, mais déjà entre la coordination rurale et la Confédération paysanne, il n'y a pas du tout les mêmes programmes. Ils sont main dans la main contre l'abattage des animaux, mais ça, ils vont déjeuner ensemble le lundi, mais si le mardi matin on commence à parler de solutions et de propositions, c'est les opposés. La Confédération paysanne, il est sur un modèle plus adossé sur un bien-être environnemental, sur des mesures environnementales, plus des modèles agriculture locale, du bio, beaucoup, voilà. Et la coordination rurale est plus sur un modèle où on reprend la main sur notre facture, comme un peu la Confédération paysanne, mais un modèle plus développé, avec des fermes plus moyennes et grandes. Donc on n'est pas sur les mêmes projets. On n'est pas du tout, on n'est pas sur les mêmes constats. D'accord, c'est important de le dire. Et qu'est-ce que vous pensez aussi du discours de Monsieur Mercadal, qu'on voit beaucoup dans les médias indépendants, la ferme des cochons laineux? Alors lui, Pierre-Guillaume Mercadal, moi, je l'ai connu il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans maintenant. On avait fait une émission chez Éric Morillo à TV Liberté. Donc lui, il a eu pas mal de problèmes aussi, il a compris, je pense, comment fonctionnait le monde agricole. Et donc lui, il est rentré au sein de la... Alors lui, il était à la Confédération paysanne au départ, et puis après, il a été à la coordination rurale. Comme moi, j'ai été à la FDSEA avec mon père, puisque mon père était à la FDSEA, il s'en occupait. Et nous, on est sortis en 1993 de ce syndicat-là, et depuis, moi, j'ai décidé d'être non syndiqué. Libre. Et d'être libre, voilà. Et Pierre-Guillaume Mercadal, lui, il mène son combat aux côtés de la coordination rurale. Il essaye à son échelle de faire évoluer les choses, mais on est au milieu d'un océan. Oui, une goutte d'eau dans l'océan. Toutefois, vous êtes engagé en politique dans un mouvement souverainiste, un parti politique ? Alors moi, par le côté, j'avais été, donc j'étais plus syndiqué à partir de 93. Ensuite, je suis rentré à l'association des producteurs de lait indépendants en 2009 avec les grèves du lait. Et donc je me suis occupé de l'association des producteurs de lait indépendants dans mon département et au niveau national. C'est à partir de là que j'ai été dans les ministères justement. Et puis après, au niveau défense des paysans, je dirais sur le terrain, on avait l'association des éleveurs de nos régions, le mouvement national des éleveurs de nos régions qu'on avait créé, parce que l'appli nationale répondait qu'aux producteurs de lait. Mais ça répondait pas à un producteur de moutons, de viande, de vigne, voilà. Et donc sur le terrain, j'ai rejoint, il y a déjà maintenant des années, depuis 2019-2020, même avant, j'ai rejoint le SAMU social agricole. Je m'occupe avec les copains du SAMU social agricole national. Le SAMU social agricole a été créé en 2000 par monsieur Guy Cérès, qui est un agriculteur juriste. Et après, le SAMU social agricole, on est une équipe avec Thierry Lenaour, Michel Bigny, alors il y en a du Morbihan, Bernard Tesser et de l'Aveyron. Donc on est des bénévoles et là, de temps en temps, on crie au secours que les gens ils viennent sur le site du SAMU social agricole pour essayer de nous rembourser nos frais de déplacement. Parce que quand moi je fais beaucoup les tribunaux pour défendre les gens qui sont en redressement, j'en fais 2 ou 3 la semaine souvent, et comme c'est une petite association et que la cotisation elle est de 50 € à l'année, avec 50 € à l'année, les gens vont bien comprendre qu'on ne paye pas des frais de déplacement de 1000 km la semaine. Vous aidez les agriculteurs qui sont dans des situations désespérées ? Oui, c'est ça. Alors, psychologique, matériel. Voilà, donc on fait beaucoup à distance. On fait beaucoup à distance, par visio ou par téléphone, mais après on est obligé de faire l'expertise aussi sur le terrain. Alors on a avocats qui travaillent avec nous, on en a un déjà pour nous, mais on a avocats qui travaillent avec nous, juristes, comptables. Et puis on oriente les gens, on fait beaucoup de conseils, on travaille avec des nutritionnistes indépendants. Voilà. On travaille qu'avec des indépendants, dans la mesure du possible, pour sortir du réseau chambre d'agriculture. Sinon ça sert à rien. Comment vous aider? Qu'est-ce que vous diriez aux spectateurs? Comment on peut vous aider vraiment le citoyen? Boycotter les produits qui viennent de très loin, acheter du local, et de toutes les manières, comment peut-on être utile à la cause paysanne? Alors sur la défense qu'on a sur le terrain du SAMU social agricole, on est en temps, parce qu'on manque de temps, on est en train de mettre en place un système où les concitoyens qui voudraient nous aider, et après on va s'arranger pour que ça soit reconnu, que les gens puissent même être défiscalisés, les gens pourraient donner 1 € par mois
à l'association. Ça, c'est pour aider ceux qu'on va défendre. 12 € par an. Si vous avez 50 000 personnes à 12 € par an, voilà. Et après, sur le plan agricole, comment sortir de cette ornière? Faut repartir du terrain, faut repartir avec les élus, parce qu'autrement, tout est politisé. Donc, à partir du moment que c'est politisé, donc nous, on repart du terrain avec les élus et avec l'association démocrate des mairies de France, donc il n'y a pas de politique là-dedans, Association démocrate des mairies de France et SOS Maire. SOS Maire travaille avec les Cigales, avec Terre de Liens, avec les Jardins de Cocagne. Donc ce qu'on veut, c'est que si on remonte un truc, c'est le cas, il est fait, il est en place, on veut pas que ça soit politisé, parce que si on met une étiquette, ça va être la compétition à celui qui aura le plus de drapeaux, ça va être encore à des fins électorales. Alors nous, ce qu'on veut, c'est redémarrer de la base, mais se serrer la main avec le consommateur. L'alimentation, c'est la santé. Le paysan, il assure l'alimentation locale. Alors bio et conventionnel, les deux locales. L'alimentation, c'est la santé et c'est l'entretien des territoires. Parce qu'à l'instant, à l'heure où je parle, il y a 2 500 000 hectares en friche en France. Sur les 30 millions, 31 millions d'hectares qu'on a, on en a 27 millions de décarés à la PAC. Le reste, c'est des prairies, des landes, un peu, il y a des montagnes, un peu de tout. Et donc, on a 2 500 000 hectares en friche. Pourquoi? Non pas à cause du Mercosur, parce qu'il n'est pas en place, non pas à cause des normes ou du problème administratif, c'est tout simplement qu'on n'a pas de rentabilité. C'est tout. C'est un non-sens économique. Des céréales à 160 € la tonne, les gars, ils ne pourront pas tenir. C'est impossible, on ne peut pas tenir. Et puis après, le gouvernement, il y aurait beaucoup de choses à revoir dans un second temps. En même temps, c'est que, comme beaucoup d'indépendants, de PME ou de petits patrons, on est imposé sur un bénéfice d'entreprise qui est destiné à rémunérer nos capitaux engagés, réinvestir, garder un flux de fonctionnement, une marge de fonctionnement sur le compte pour tourner, le compte bancaire, et ensuite on fait nos prélèvements privés. Nos prélèvements privés. Et un agriculteur, un agriculteur, beaucoup dans les éleveurs, on est à 1 000 € sur une carrière avec amortissement. On tourne à 1 000 €. Alors il y en a, ils peuvent être à 600, d'autres à 700, mais 1 000 €, je suis pas loin de la vérité. 1 000 €. Il y a 82% des agriculteurs qui gagnent moins du SMIC brut. Alors, il y en a 400, d'autres 600, d'autres voilà. Et il y en a 18% qui gagnent, on va dire, assez bien leur vie. Oui, minorité. Mais la plupart de ces gens-là, c'est des gens justement qui ont le contrôle de leur prix agricole, qui vendent eux-mêmes. C'est le viticulteur qui vend sa bouteille, c'est le producteur de lait qui fait ses fromages et ses yaourts, et ceux-là arrivent à gagner à leur vie. Parce que ceux-là, ils font 3 métiers. Ils sont producteurs, transformateurs et commerçants. Donc, je trouve dommage qu'on n'a jamais réussi à nourrir les paysans dignement. Ceux qui nourrissent le peuple sont ceux qui crèvent. Et aucun gouvernement, ni gauche ni droite, ils ont légiféré sur les marges de la grande distribution et des industriels. L'histoire des 7 à 8, entre 6 et 8 € qui revient dans un caddie. L'agroalimentaire prend 30%, voire plus de 30%. La grande distribution autour de 20%. Puis après, on a toute la logistique, toute la TVA, tout ça qui vient derrière. Donc, ils n'ont jamais voulu légiférer pour que nous, il nous reste au moins à manger. Donc, ceux qui nourrissent les autres, c'est les premiers qui crèvent. Vous êtes les mal-aimés du pouvoir, finalement. Il y a des lobbies puissants qui font que vous n'êtes pas du tout la priorité des politiques. C'est des lobbies parce qu'en fait, l'agriculture, dans l'évolution, dans les décisions géopolitiques, géostratégiques, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour tous les domaines, l'automobile et tout, les pays émergents et les pays pauvres, ils ont des vaches, des cochons et des canards. Ils n'ont pas forcément le TGV et le Rafale. Donc on sert de monnaie d'échange. Il est là le problème. Ouais. Mais le jour, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on reparte des élus, qu'on reparte des consommateurs, qu'on arrive à vulgariser notre discours, ce qu'on veut faire pour remettre la main sur nos prix, pour avoir demain non plus des prix agricoles mondialisés, mais un prix de souveraineté nationale. Et un prix de souveraineté, ça veut dire qu'un paysan, il vit sur un territoire, son prix de souveraineté lui permet de vivre, il n'a pas besoin des aides de l'Europe pour vivre. On doit vivre de notre métier. Un prix de souveraineté. Et à partir de là, c'est des emplois non délocalisables. Et si on reprend, au lieu de... Aujourd'hui, il y a 80% de notre nourriture on est autonome à 80%, mais il y a 20% de notre nourriture qui vient de l'extérieur. On peut remonter à 90-92%,
peut-être pas 100%, parce que des bananes ou il y a des choses, on est obligé de les importer. Mais on pourrait arriver à 92 ou 93 ou 94%. On peut reprendre notre souveraineté agricole avec des emplois non délocalisables. Mais pour ça, il faut qu'on gagne notre vie. C'est pas possible de faire ça à 800 euros. Enfin, je veux dire, 800 euros par mois, travailler 70, 80 heures semaine pour 800 euros par mois. Sans jamais prendre de vacances. Non, mais il n'y a aucune jeune génération qui va vouloir faire un truc comme ça. C'est un non-sens économique total. Pour finir, vous diriez donc acheter français, acheter local et élisez les maires qui sont vraiment là pour protéger et sensibles à la cause paysanne française. Voilà, reprenons la main, faisons la manifestation silencieuse, comme certains élus ont déjà démarré. Le maire d'Ungersheim dans le 67 l'a fait, il y en a un autre dans le 22, je vais aller faire un reportage chez ces gens-là. Toute la commune est autonome, et même en énergie d'ailleurs. Mais en agricole, il faut repartir de là, ça coûtera pas plus cher, c'est pas vrai. Parce que le problème, les gens ne le savent pas ça, quand ils vont dans un magasin, un produit qui vaut 1 euro, qui est passé par le système agroalimentaire, voilà, grande distribution et tout ça, si l'agriculteur, je vais exagérer, il le vend 2 euros, le même produit, les gens vont dire, bah c'est pas possible, t'es trop cher, tu vends le double de... Mais en réalité, le produit que vous avez dans le rayon à 1 euro, c'est pas son prix réel. Parce que quand ils disent 13% du budget des ménages, c'est pas 13%, c'est 28%. Faut rajouter toutes les subventions qui sont versées pour l'agriculture, qui sont payées, pris sur le budget de l'État, payées par les impôts directs et indirects. Alors, ceux qui payent les plus, c'est ceux qui sont imposables. Eux, ils ont la double peine. Ils payent des impôts plein pot, ils achètent leur nourriture, et en fait, ils la payent plus de 2 fois. D'accord? Plus avec les impôts. Donc ceux qui sont pas imposables, quelque part, ils payent un peu moins. Mais tout est faussé. Parce que quand on fait des plans d'eau, c'est subventionné. Quand on fait des bâtiments, c'est subventionné. Quand on manque des robots de traite, c'est subventionné. L'agroalimentaire, les abattoirs, les laiteries, c'est subventionné. La logistique, c'est subventionné. Nos retraites, elles sont financées par l'État. Donc tout est faussé. C'est pour ça que le prix de la tomate, c'est pas le prix réel. Et l'État, c'est nous. Et l'État, c'est nous. Donc il faut revenir sans rentrer dans des batailles politiciennes, parce que ni la gauche ni la droite, ils ont voulu réformer le système. Donc on va dans le mur, on va perdre notre souveraineté. Donc comme disait George Bush, on va perdre l'arme alimentaire. Donc faut essayer, moi ce que j'essaye de faire, c'est informer les gens que le problème, c'est qu'on n'a pas la main sur nos prix. Bien avant tout le baratin qui est fait sur le Mercosur et tout ça, parce que Mercosur ou pas Mercosur, vous n'avez pas la main sur la facture. Non, on n'a pas la main, donc ceux qui sont... C'est le cœur du problème. Mais oui, parce que les autres nous exploitent. Donc, faut un clin d'œil à Coluche, il suffit d'arrêter d'en acheter pour peu qu'ils en vendent. Il suffit d'arrêter d'en acheter pour peu qu'ils en vendent. Et il avait dit aussi, est-ce que vous savez pourquoi au journal de 20h le soir, Roger Giquel ou les autres journalistes ne disent pas la vérité? Eh ben, il peut pas la dire parce qu'il y a trop de monde qui écoute. Voilà. Donc moi, je vous dis que le cœur du réacteur, c'est la rémunération. Et la rémunération, c'est reprendre la maîtrise de nos prix agricoles, parce qu'avec les prix agricoles, en plus, qui dit facture, dit gestion des volumes. Parce qu'on ne peut pas fabriquer plus de voitures qu'on est capable d'en vendre. On ne peut pas non plus produire plus de lait qu'on est capable. Les gens ne vont pas se lever la nuit pour manger des yaourts. Donc, il faut adapter notre production à la demande. Mais eux, les industriels, ils nous font toujours produire 0,5 ou 1 ou 1,5% de plus. Et ce 1,5%, ils disent, bah regardez, vous voyez, les cours s'effondrent. Manipulation des cours. Voilà. Pouvoir et contrôle. Donc je sais que c'est compliqué parce que là je suis à Paris avec toi Stéphanie et à chaque fois que je prends le train je suis même estomaqué. Les concitoyens en France, je pense que c'est pareil ailleurs, ils ne sont pas au courant que c'est pas nous qui rédigeons la facture. Non, ils le savent pas. Les Français ne savent pas que l'agriculteur ne rédige pas sa facture. Alors, dernière info, les circuits courts, 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires la ferme France. Les circuits courts, c'est entre 3 et 4 milliards. C'est beaucoup trop faible. C'est ça qu'il faut qu'on monte à 15-20 milliards, plus que ça, et qu'on reprenne notre facture. Et l'industrie agroalimentaire, puisque j'en ai beaucoup parlé, c'est 230 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Et il faut savoir que dans le monde, l'industrie la plus puissante, c'est l'industrie pharmaceutique.
ceux qui connaissent un peu ce qui tourne autour des vaccins savent de quoi je vais parler, l'industrie pharmaceutique, l'industrie militaire, et derrière, c'est l'industrie agroalimentaire, 9 000 milliards de dollars chaque année. Et chaque année en France, on consomme un peu plus de 74 milliards de repas. Et sur ces 74 milliards de repas qui sont consommés, le paysan, je vois tous les gens à Paris, ils sont tous à table, en terrasse, à manger, et le paysan ne peut pas en vivre. Mais c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. C'est totalement injuste. C'est une histoire de fou. Achetez français, soutenez les paysans. Achetez français. Et n'oubliez pas Coluche, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie Philippe Grégoire. Merci.